Je vais tout de suite passer la parole dans l'ordre d'ailleurs de la table, à Monsieur Nègre. Une réaction aux propos de Monsieur Ferrieux, peut-être un tout petit peu moins longue. Oui, parce que dans 10 minutes, on a terminé la table ronde, j'ai vu. Donc il nous reste 1 minute 30 secondes. D'abord, pour tout simplement, je viens de m'apercevoir que j'étais venu voir le pape François. Et alors, sachant que par ailleurs, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire à Rome ce qui est à Rome, et que... Absolument. Où suis-je tombé? Eh bien, je suis tombé dans une région où ils en sont à l'eau courante quand nous, chers collègues, dans le Midi, on en a même l'électricité aujourd'hui. Alors, il a dit quelque chose, vous l'avez entendu tout à l'heure, il a dit tout simplement qu'on était devenu meilleur ici que chez moi. C'est un peu normal que l'élève dépasse le maître. C'est la meilleure, finalement, remarque que tu pouvais me faire. Donc, qu'est-ce que je constate? Je constate qu'en dehors de ça, et trêve de plaisanterie, nous avons là effectivement un concept, et on voit que c'est un enseignant. Pourquoi? Parce qu'il traduit d'une manière très claire ce qu'est l'intermodalité, la multimodalité, qui sont des jargons techniques. Là, on a de l'eau courante. Quand j'ai entendu parler de l'eau courante, je me suis dit, il est temps que je vienne les voir, ceux-là, parce qu'ils en sont au réseau d'eau courante. Et non, c'est bien ce que tu fais, François. C'est bien parce qu'il met en place la visibilité d'une chaîne. Cette chaîne-là, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, elle est fonction effectivement du maillon le plus faible, et on peut admettre dans la démarche qu'il puisse y avoir un véhicule particulier. Le GART n'est pas l'ennemi d'un système de ce type-là qui combine tous les moyens, parce que chaque moyen de déplacement a sa pertinence. Donc, je regrette par contre de ne pas te suivre. Je ne suis pas dans le combat ni dans la bataille, je suis dans la coopération, la solidarité avec l'Oise et tout ce que tu voudras avec. Mais pour être là encore très concret, deux choses. Sur le Gard, il y a eu, tu l'as dit tout à l'heure, une avancée dans ce domaine-là très importante à travers les autorités organisatrices de la mobilité. Ça a été un combat, et je le dis avec le sénateur de gauche, moi je suis de droite, mais ça a été un combat transcourant, horizontal, pour faire admettre à l'État, au gouvernement, un certain nombre de choses, et notamment les AOM. Les AOM qui désormais ne sont plus des AOTU, donc uniquement du transport urbain, mais c'est l'ensemble de la mobilité. Et là, on donne un pouvoir désormais à ces autorités de transport qui couvrent l'ensemble des modes, y compris depuis les modes doux jusqu'à des modes beaucoup plus lourds. Bien. Ça, c'est une avancée considérable puisque désormais, les élus ont en charge, je dirais, l'ensemble de la chaîne. À eux de faire en sorte qu'elle fonctionne. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi avancé sur les schémas régionaux d'intermodalité. Alors là, il y a eu une grosse discussion, puisque vous savez que, par ailleurs, il y a un principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Donc on ne pouvait pas avoir de tutelle de l'un sur l'autre. Mais comme on a travaillé ensemble, on a été très intelligents, et donc on est arrivé à un schéma régional d'intermodalité dans lequel le schéma régional, il est bien régional, mais il est fait en coopération nécessairement, obligatoirement, avec les autorités de transport qui sont dans la région. Et donc ça permet de faire avancer cette coopération qui permet à son tour, bien sûr, de s'orienter vers un système d'intermodalité aux eaux courantes, comme vous voulez, qui soit efficace, parce que là encore, je te rejoins et je m'arrêterai là-dessus, le plus important pour nous, élus, ce n'est pas nous. Bon. 2, ce n'est pas nos institutions non plus. 3, c'est la personne, l'individu, l'usager ou le client qui, lui, doit commander ce que nous faisons. Et donc, là-dessus, on se rejoint totalement. Merci, Monsieur Nègre. Hein, j'ai dépassé d'une... Non, c'était parfait. C'était parfait. Monsieur Cratinger, vous représentez les départements, vous êtes de la Haute-Saône, et que vous inspirent un peu les propos de monsieur Ferrieux, et peut-être aussi avec cette perspective de
redécoupage territorial, local? J'ai apprécié l'introduction de François Ferrieux. Je salue tous mes collègues, etc. Et le président Rome, on va passer vite. J'ai apprécié ça, mais je la connaissais, puisque nous avons eu l'occasion de nous en entretenir plusieurs fois. Je voudrais insister sur quelques points seulement. Ça me ravit parce que, d'abord, ça valide le fait qu'on ne doit pas restreindre les populations. Il ne doit pas y avoir de restriction de déplacement pour les populations. Pour moi, c'est important. Je sais que dans la société, il y a des gens qui disent, puisqu'on est gêné par les embouteillages, limitons les déplacements. Je suis contre cette approche. Je dis, c'est un droit social. C'est important. Deuxièmement, je suis favorable parce que ça intègre la nécessaire complexité. Alors je vais être très violent. Il y a des gens qui pensent que tout doit être simple. C'est pas vrai, c'est faux. Le monde est complexe et le sera sans cesse davantage. Quand j'avais l'âge des étudiants qui sont au fond de cet amphi, je réparais moi-même ma voiture. Je faisais un rodage de soupape. Je changeais des segments. Je changeais des pivots de direction, etc. Aujourd'hui, j'en suis incapable parce que je ne peux même pas accéder aux quelques écrous qui subsistent encore. Tout est électronique, je ne sais pas, je n'y connais rien. Plus personne ne répare son véhicule, même le garagiste ne sait pas. Même lui ne sait pas. C'est l'ordinateur du garagiste qui dit qu'il y a une panne quelque part et on change. La complexité est indispensable. Et pourtant, vos voitures sont-elles meilleures ou plus mauvaises que celles que nous avions il y a 50 ans? Ah ben, elles sont bien meilleures. Hein. Cette complexité, elle vous apporte énormément. Elle démarre tout le temps, elle freine bien, elles vous disent même quelle consommation vous avez, quelle vitesse vous roulez, etc. Tout un tas de choses qu'on n'avait pas autrefois. La complexité est nécessaire. Et elle est renforcée par un point qui est l'échange entre les gens. Les entreprises étaient verticales. Elles sont aujourd'hui horizontales. Elles travaillent continuellement en coopération. Et donc ce que propose François Ferrieux, c'est exactement ce modèle. Il dit, on travaille en coopération entre la région, le département, l'agglo. Et il a créé un syndicat mixte type SRU qui est, disons, une génération avancée de ce type de syndicat. Moi, je prêchais dans un rapport, effectivement, au Sénat pour la généralisation de ces syndicats. Ils ont été créés il y a très longtemps, la possibilité est offerte. On était déjà d'accord entre un certain nombre d'élus se préoccupant, je dirais, de transport, il y a 15 ans, 12 ans, 10 ans, en disant il faut les généraliser. C'est-à-dire, on a toujours essayé dans les projets de loi de passer un article qui les généralisait, en disant c'est nécessaire. Et on avait même trouvé une mini-porte en disant, d'abord, validons-les pour l'information multimodale. C'est un beau chantier, n'est-ce pas, M. Schwab? La billettique intermodale, c'est un très bon chantier aussi qui va avec. L'intermodalité, c'est-à-dire en fait le point où on change de mode, et on disait, et plus si affinité. On créait les conditions d'une coopération dans ce périmètre avec des outils syndicats mixtes type SRU pour avancer. On n'a jamais pu passer l'amendement. Hein. On a essayé, on n'a jamais réussi. Il y a toujours eu un certain nombre de résistances à ça. Les gens voulant le grand soir. Le grand soir, c'est toujours difficile. Vous savez, ça soulève plus de problèmes que ça ne résout de questionnements, que ça n'apporte de solutions. En tout cas, ça reste, à mon avis, d'actualité. Hein. Et enfin, je ne veux pas être plus long, on verra s'il y a des questions après. Je veux réagir à l'homo mobilis. Moi, je n'ai pas lu le bouquin, puisque tu m'en as parlé que hier soir. François, tu aurais quand même pu me l'envoyer, hein, me dire, j'ai un ami qui a écrit un livre, etc. Mais du coup, j'ai fait un dessin. J'ai fait des petits dessins, tu vois. J'ai réfléchi, je me suis dit, l'homo mobilis, ça doit exister depuis longtemps, même avant qu'on parle latin. Hein. D'abord, l'homme, il a marché à quatre pattes. Hein. Et puis il s'est aperçu qu'en marchant à quatre pattes, il rentrait dans les arbres au lieu de rencontrer les autres. Quoi. Donc, il s'est relevé, il s'est mis sur les pattes de derrière, hein, et puis il a mis ses autres pattes comme ça, et il a pu voir où étaient ses semblables.
Et puis, il s'est rendu compte qu'en une journée, il faisait 25, 30 kilomètres. Il y passait beaucoup de temps et il avait décidé de se consacrer un peu moins d'une heure et demie par jour à ses déplacements, ce que d'ailleurs nous consacrons toujours en moyenne aujourd'hui. On n'a pas changé depuis la nuit des temps. Et ensuite, une fois debout, il a trouvé que s'il montait sur un cheval, il allait beaucoup plus loin dans la journée, puis il fatiguait moins. Donc il a monté sur le cheval, il a utilisé le premier moyen de transport. C'est très intelligent comme approche. Et puis ensuite, il allait de plus en plus loin, mais il a dit, si je monte mon épouse avec moi, ça va, mais si je prends mes 6 gosses, ça ne va pas sur le cheval. Il a inventé la charrette. Alors, nouveau progrès très considérable, toujours notre mobilis. Hein. Et puis la charrette, il a même fait que les routes devant en braquent, donc elle abîmait moins le terrain. Et puis après la charrette, il y a eu un moment donné, il a inventé le moteur. Parce que le cheval, il fallait le nourrir, il était fatigué, etc. Il a dit, le moteur ne sera peut-être pas fatigué, lui. Ou alors, il mettra plus longtemps, il va faire 80 000 km. Enfin, au début, un peu moins, maintenant, même beaucoup plus. Il a inventé le moteur. Puis avec le moteur, il est allé très, très loin. Il l'a mis aussi sur le bateau. Il a remplacé les rames par la voile, puis les voiles par le moteur. Puis il l'a mis sur l'avion, qui n'avait jamais réussi avant. Puis ça a fini par faire décoller l'avion, etc. Donc, pour moi, l'homo mobilis, il existe, mais il y a un caprice qu'il est en train de se mettre à satisfaire. C'est qu'en plus, il veut communiquer pendant qu'il se déplace. Hein, avant, il attendait d'être arrivé pour communiquer. Et je boucle avec ce que j'ai dit au début. En fait, cet homo mobilis, il est de plus en plus intéressé pour communiquer avec les autres. Il veut communiquer par le numérique, monsieur Rome. Mais quand il a communiqué par le numérique, il est tombé amoureux de la personne avec qui il communique et il veut aller la voir à l'autre bout du monde. Et donc, cet homo mobilis, il a un bel avenir, un avenir planétaire, puis peut-être plus loin dans l'avenir. Voilà. C'est ça, monsieur Ferrieux. Merci. Merci, monsieur Cratinger. Monsieur Janaillac, donc président de l'Union des transports publics et ferroviaires, quelles sont vos réactions un petit peu à la présentation de monsieur Ferrieux et peut-être, comme il l'a dit d'ailleurs, souligner le rôle des opérateurs qui sont un petit peu dans tous les maillons de cette chaîne de mobilité. Ok, merci aux organisateurs, à M. Ferrieux en particulier, d'avoir sollicité l'UTP pour cette journée consacrée à la mobilité courante. Alors, je ne vais pas avoir les grandes fresques historico-généralistes de mes voisins sénateurs. Je vais simplement peut-être donner 3 ou 4 éléments plus sur la nécessité d'avoir donc cette intermodalité et le rôle que peuvent jouer les opérateurs et en particulier l'UTP. Alors peut-être quelques chiffres pour recadrer. En France, il existe plus de 400 autorités organisatrices de transport, plus quelques syndicats mixtes du type SMTCO, et donc 400 organes de décision indépendants et autonomes. Ça veut dire plus de 400 occasions de proposer des systèmes de transport différents. Et donc tout l'enjeu consiste à jouer la complémentarité de ces modes sans les opposer et pour articuler ces modes pour couvrir le trajet de bout en bout. Et c'est effectivement le seul moyen de proposer des véritables alternatives à la voiture solo, pour reprendre l'expression, et de faire changer durablement les comportements des citoyens. Mais cette intermodalité ne se décrète pas. Alors pour rester dans les comparaisons aquatiques, on peut dire que ce n'est pas un long fleuve tranquille, et ça nécessite une réflexion sur le fond, ça nécessite des étapes de maturation, de partage et de travail en commun, et qui donc implique de nombreux acteurs, tant du côté des autorités organisatrices que du côté des opérateurs. Alors pour en revenir des opérateurs, l'UTP, donc qui regroupe la totalité des entreprises organisatrices de transport urbain et ferroviaire, y compris celles qui sont organisées en régie, a été assez pionnière en la matière, puisque entre l'UTP, la RATP, la SNCF et la FNTV, il y a une première charte de l'intermodalité qui a été publiée en 1994. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'on s'intéresse et qu'on parle de l'intermodalité. Donc c'est un sujet qui est pas neuf, et
et simplement qui mature, mais ça indique bien que la préoccupation existait déjà. Et dans cette charte, il y avait 14 pistes qui avaient été évoquées pour arriver à mettre en œuvre cette coordination des mobilités. Et parmi ces 14 pistes, de nombreux sujets vont être évoqués aujourd'hui. Alors, de notre point de vue, pourquoi l'intermodalité pour les transports publics urbains? Parce qu'on a tout intérêt à donner satisfaction, et je rejoins ce qui a été dit, à nos clients voyageurs. Parce que pour capter plus de voyageurs, les opérateurs urbains ont tout intérêt à ce que des connexions efficaces et pertinentes soient mises en place entre leur réseau, le transport régional, le transport départemental et le transport interrégional. Et donc, si on veut favoriser ce report modal et l'utilisation de l'ensemble des transports, il faut absolument proposer des dispositifs qui permettent de se déplacer de bout en bout sans rupture. Simplement, tout l'enjeu est que pour l'utilisateur, qu'au plan qualitatif, quantitatif et économique, ça soit aussi satisfaisant que la voiture individuelle. Parce que dans cet aspect-là, l'arbitre, c'est finalement le voyageur, c'est lui qui finalement décide soit de prendre sa voiture en solo, soit de faire une combinaison de moyens de transport en utilisant l'ensemble des moyens à sa disposition. Alors, un autre point sur l'intermodalité, c'est qu'on a des chiffres, elle n'est pas aussi malheureusement courante que ça. Si on prend la façon, les statistiques, il y a seulement 22% des Français qui combinent un moyen de transport en commun et leur voiture pour un même trajet. C'est l'Observatoire de la mobilité que nous avons à l'UTP qui a montré ça, et c'était il y a 4 ans. Les titres intermodaux représentent moins de 1% des voyages des transports urbains et 0,8% des recettes. Uniquement 30% des clients des TER utilisent le réseau urbain, et les titres TER plus transport urbain ne sont proposés que dans 38% des réseaux urbains. Donc on voit bien que c'est une préoccupation, on voit que c'est absolument indispensable, mais ce n'est pas véritablement utilisé, ce n'est pas suffisamment mis en place. Et donc ça, c'est les pistes qui ont été développées par les opérateurs, mais ça sera le thème des débats. Pour arriver à cette mobilité courante, premièrement, il faut travailler sur la tarification intermodale, les tarifs combinés, les tarifs intégrés, parce que les compétitions tarifaires qu'on voit de temps à autre entre les 3 échelons des autorités organisatrices de transport constituent un appauvrissement pour tous. Il faut travailler sur la billettique. Elle doit devenir un véritable outil au service d'une politique de déplacement. Actuellement, c'est la plupart du temps un simple support sans vraie innovation sur les titres et sur les prix. Et l'ABC, l'application billettique commune, pourrait permettre justement de passer des applications billettiques locales à une application qui intègre et qui coordonne, et permettre une véritable interopérabilité des différents systèmes en France. Et l'appel à projet territoire numérique de 2012, qui a permis de sélectionner 17 agglomérations, doit permettre de donner un coup d'accélérateur à cette politique. L'information voyageur est bien évidemment la porte d'entrée du système de transport. Là-dessus aussi, l'Observatoire de la mobilité de l'UTP a montré que pour 60% des citadins déclarent qu'ils prendraient davantage les transports publics s'ils étaient mieux informés. Et c'est un service de base de l'offre de transport public, qui d'ailleurs fait partie de l'engagement commercial des réseaux avec leurs clients. Et en 2012, l'UTP, avec l'IECF, l'Association ingénieurs et scientifiques de France, a publié un document Informer le voyageur qui met en lumière 10 pistes qui permettent d'améliorer la mobilité quotidienne avec des systèmes d'information dynamiques, multi-réseaux, plus accessibles, plus simples et plus homogènes.
Et donc les exploitants du transport sont en première ligne. C'est à eux de faire des propositions sur l'ingénierie du système, de préparer les normes d'interopérabilité et les protocoles d'échange de données, puisqu'il s'agit effectivement être capable d'échanger les données entre plusieurs opérateurs pour l'information la plus multimodale possible. Mais le rôle des opérateurs est important, mais celui des autorités organisatrices est essentiel, puisque c'est elles qui ont cette responsabilité, qui doivent pouvoir donner les impulsions politiques à la bonne échelle. C'est d'ailleurs ce qui a été fait ici au SMTO. Voilà donc les différents points sur lesquels les opérateurs et l'UTP qui les fédèrent sont en première ligne pour cette intermodalité, cette modalité courante. Alors un dernier point, je ne parlerai pas des nouvelles organisations territoriales, mais elles aussi elles vont être un point important et un facteur important dans la nécessité de mettre en place cette intermodalité. Mais peut-être Éric Ritter en parlera, mais sur ce qui a été annoncé par le ministre de l'économie, c'est-à-dire l'ouverture des lignes d'autocars, il y a un point qui va être important et qui rejoint l'intermodalité, c'est ce qui concerne les gares routières, puisque elles vont devenir de plus en plus un nœud de contact et de passage d'un mode à l'autre. Et aujourd'hui, ni la responsabilité des gares routières, ni leur financement n'est vraiment défini. Et ça va être un des points importants pour réussir à l'échelle des régions cette ouverture à la concurrence et ce moyen de favoriser l'intermodalité et la mobilité courante de nos concitoyens. Merci. Merci, Monsieur Janaillac. On reste dans le domaine des opérateurs avec Monsieur Ritter et vous lui avez fait excusez-moi. Vous lui avez transmis le témoin par le biais de ces pôles d'échange, de ces gares. Monsieur Ritter. Oui, tout à fait. Merci. Bonjour à tous. Nous sommes naturellement heureux de nous joindre à cette journée de débat. Pas spécialement d'ailleurs pour évoquer les transports ruraux, parce que l'autocar c'est bien plus que le transport rural aujourd'hui, et dans bon nombre de pays européens d'ailleurs, ça effectue bien plus de services que ça n'en effectue en France. La transition m'a été donnée évidemment par monsieur Jean-Marc Janaillac s'agissant de l'UTP pour la problématique des gares. J'y viendrai très rapidement parce que je crois qu'il y avait beaucoup de choses à évoquer, beaucoup de choses ont déjà été dites, et je voudrais simplement insister sur un point effectivement qui me paraît très très important. Pour vous dire tout d'abord que effectivement nos concitoyens, et en tant qu'opérateurs, nous sommes observateurs évidemment de leurs attentes. Des éléments ont été indiqués, cette charte de 94, cette nécessité d'obtenir une information intermodale, multimodale, qui est absolument nécessaire, absolument déterminante pour organiser ces déplacements aujourd'hui. Nos concitoyens s'affranchissent des frontières administratives, des frontières institutionnelles. Ils sont relativement indifférents d'ailleurs à ces frontières, et leurs déplacements transcendent très largement les territoires tels qu'ils sont organisés aujourd'hui. Vous connaissez tous l'origine, et je ne me prononce pas sur la partie institutionnelle de la question, mais l'origine des tailles de départements d'aujourd'hui. Vous le savez très bien. Et c'est aussi lié, puisqu'il y a eu l'évocation du mode équestre, c'est aussi lié à cette modalité particulière à cette époque-là de l'histoire de notre pays. L'élément en tant qu'opérateur qui nous paraît tout à fait important, c'est les facilitations. Certaines ont été évoquées, je n'y reviens pas évidemment, notamment sur la bioéthique, j'ai parlé de l'information, mais les facilitations que l'on peut donner aux opérateurs s'agissant de l'organisation, de l'exécution des missions de service public, de transport. Il se trouve qu'au moment où nous nous réunissons, les Échos, à travers d'ailleurs la représentante d'Idébus, évoquent ce cruel manque de gares routières que nous avons en France. Ce matin même, pour les raisons qui ont été évoquées par Jean-Marc Janaillac, à savoir que nous imaginons développer des lignes longue distance, et pour autant,
on ne se pose pas encore la question, en tout cas pas de manière suffisamment urgente. Et là, pour le coup, je m'adresse aux sénateurs, aux représentants du Parlement qui sont ici. On ne s'interroge pas de manière assez forte sur le pourquoi du retard que nous avons acquis en matière de gare routière. Alors je dis gare routière pour bien cibler la problématique. On parle beaucoup de pôles multimodaux, il en existe d'ailleurs, mais la représentante d'Idébus évoquait le cruel manque d'infrastructures et d'installations qu'elle avait à Marne-la-Vallée. Étant relativement, je dirais, innocent dans l'évocation, puisque je ne vois pas la problématique est là, mais dit, nous, on ne peut pas organiser un service si de bout en bout, il n'y a pas au minimum une installation. Je dis installation pour ne pas parler d'infrastructure, parce que par les temps qui courent, les recettes publiques, les deniers publics étant relativement rares, il ne faut pas imaginer des édifices monumentaux. Hein, ceci pour faire référence à nos belles gares ferroviaires. Mais des installations. Alors, le lien, il est tout trouvé à ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que nous avons fait, il y a 2 ans, à la FNTV, une étude sur l'évolution des gares routières dans notre pays. Elles peuvent être centrales, elles peuvent être périphériques, attention, pas là-dessus de débat. On avait évoqué ce sujet avec M. Nègre lors d'une conférence de TDIE, mais nous sommes aperçus, si je prends le critère de la préfecture, c'est que 20% seulement des préfectures de France, aujourd'hui, je dis bien si je prends ce critère, il n'est évidemment pas une pertinence absolue, mais 20% seulement des préfectures sont dotées de gares routières si je retiens 5 critères. Et je ne vais pas vous les énumérer, mais il y en a au moins un que vous imaginez, c'est l'information, c'est la vente de titres. Et si vous ajoutez la présence physique d'une personne, je ne vous parle pas d'un abri pour l'hiver et éventuellement par forte chaleur, vous tombez à des pourcentages qui sont encore plus faibles. Il y a donc une déshérence absolument choquante de la gare routière dans notre pays. Et c'est une question à laquelle il va bien falloir s'atteler parce qu'elle identifie le mode routier soit dans l'agglomération, qui d'ailleurs a évolué, qui s'est largement étendue, donc elle pourrait être aussi périphérique. Je pense au cas de Montpellier, qui est assez parlant de ce point de vue-là. Il y avait une gare routière proche de la gare ferroviaire et aujourd'hui, eh bien, elle est soit absente ou en tout cas, elle devrait être attendue, puisque sinon nous ne réussirions pas l'intermodalité. La mobilité courante, c'est l'intermodalité aussi pratique. Et il faut donc un certain nombre d'éléments. Alors, nous, ce que l'on a proposé, et mon propos sera rapidement là-dessus, il n'appartient pas, nous ne considérons pas que les opérateurs puissent se prononcer sur le bon choix institutionnel à mettre en place. C'est une question qui relève du débat politique, mais malgré tout, quel que soit le choix qui est effectué, avec cette lancinante question du département, n'est-ce pas ? Quel que soit le choix qui est effectué, il est clair qu'il faudra passer soit à un mode coopératif pour l'établissement de gares routières dans notre pays, et si la coopération n'y parvient pas, il faudra bien qu'il y ait un chef de file. Car on ne peut pas, et c'est probablement d'ailleurs une des raisons du retard acquis, je suppose que les problématiques liées au foncier, à l'investissement, au pouvoir de décision ont sans doute retardé les prises de décision concrètes et donc la réalisation. Et il faut donc franchir maintenant le cap, c'est soit un mode coopératif, et ça évidemment c'est toujours préférable dans le contexte évidemment de la répartition des compétences, hein, sujet compliqué. Mais si la coopération ne fonctionne pas, il faut, nous semble-t-il, que le législateur prenne l'initiative d'indiquer le chef de file. Parce que sans chef de file, le projet ne démarre jamais. Alors, l'homo mobilis, c'est aussi l'homo autocariste. J'utilise cette formule. Il y a aussi des autocars qui sont là, prêts à offrir une alternative à la mobilité voiture en solo. Vous avez peut-être, certains d'entre vous, entendu les débats depuis hier, compte tenu de l'annonce de M. Macron, s'agissant de l'ouverture des lignes longue distance. Nous aimerions bien que notre pays, qui n'est pas sous-équipé en infrastructures ferroviaires et qui est assez proche de ce point de vue-là avec l'Allemagne, puisse au moins bénéficier, que nos concitoyens puissent au moins bénéficier ce dont bénéficient nos voisins allemands s'agissant d'une offre routière pertinente, efficace. Il y a une urgence sociale, il y a aussi une urgence économique à ouvrir ce mode-là dans le cadre de cette mobilité que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire une mobilité courante, la mobilité du quotidien, une mobilité abordable. Voilà, merci. Merci, Monsieur Ritter.
Bon, bah là aussi, la transition est toute faite. On va passer de l'homo-autocaris à l'homo-mobilis. Monsieur Amar, vous qui concluez cette première table ronde. Merci beaucoup à François de m'avoir donné l'occasion de participer à je trouve cet événement tout à fait passionnant et je pense plein de promesses pour l'avenir. Alors j'adhère à beaucoup de choses qui ont été dites, et en particulier à ce concept. Quand même, je me réjouis beaucoup, moi, de cette formulation que François a apportée, de la mobilité courante. Je m'en réjouis parce que c'est précisément pas seulement un concept, mais un concept d'action. Et c'est ça qui manque parfois. Enfin, moi, personnellement, en tant que prospectiviste, je suis très à mon aise avec les concepts et je trouve que les concepts sont très importants. Mais il arrive souvent qu'on est d'un côté l'action et d'un côté le concept. Et le mariage du concept et de l'action ne court pas les rues, si je peux dire. Et donc, vraiment, je trouve que c'est très intéressant. François a parlé d'utopie concrète. C'est intéressant tout ça. Nous avons besoin vraiment de visions nouvelles, de concepts nouveaux, d'utopies nouvelles, et nous avons besoin d'articuler ça avec l'action. Et je pense d'ailleurs que si on a des manques, comme le manque de gare routière, je suis tout à fait persuadé. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine du routier au début de ma carrière, et en effet, je fais juste un aparté, mais le bus et le car, c'est les parents pauvres. C'est terrible. C'est terrible comme on a traité même le bus. J'ai été à la RATP pendant très longtemps. Le bus c'est très important, mais le métro c'est le Seigneur, évidemment. Le fer c'est le Seigneur. Je ne dis pas ça pour dire du mal du fer d'ailleurs. Mais le bus et le car, d'ailleurs je crois que d'une certaine manière, le bus et le car, l'horreur est venue. C'est l'heure. C'est très bien, et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à innover. Il ne faut pas les considérer, je suis en train de faire des digressions d'ailleurs, mais il ne faut pas considérer le bus et le car comme des choses du passé. Pas du tout. Ce sera très innovant l'autocar. Très innovant. Ça sera mieux que le train. Enfin, il faut se donner des objectifs comme ça, mais oui. Je vous assure qu'il n'y a pas de collision, il n'y a pas il n'y a pas eu de financement. Mais non, pas du tout. C'est intellectuel. C'est mes convictions d'ailleurs. Et c'est ça, l'avenir souvent, c'est de réinventer les choses. On va réinventer des tas de choses. Alors, j'en viens à l'idée générale du concept de mobilité et de mobilité courante. Alors, ce que je peux faire de mieux en quelques minutes, en fait il me faudrait beaucoup plus que quelques minutes, c'est quand même d'essayer de situer cette idée-là de la mobilité courante dans un contexte qui est les grandes évolutions prospectives de la mobilité, qui est un peu mon domaine de réflexion depuis plusieurs années. Alors, pour moi, alors, je fais de la prospective. La prospective, c'est quoi? C'est pas simplement d'essayer de détecter les tendances probables. C'est quand même pas tout à fait ça. Le but le plus intéressant, le plus important de la prospective, c'est d'essayer de déchiffrer les ruptures. C'est presque un paradoxe, d'ailleurs, parce que les ruptures, c'est ce qu'on ne prévoit pas, par définition, en quelque sorte. Et pourtant, ce qui est vraiment important, c'est au fond, on sait qu'il y aura des ruptures. Il y en aura des bonnes et des mauvaises, d'ailleurs. Alors, comment on peut aborder les bouleversements paradigmatiques, pour prendre cette expression-là? Ça paraît un peu curieux, mais finalement, même les bouleversements les plus profonds ont toujours des signes avant-coureurs. Il y a toujours des indices. Et si on veut bien se donner la peine de lire les indices, d'étudier les indices, on peut formuler les ruptures conceptuelles. Alors, je vais simplement, et je crois d'ailleurs, pour dire, si j'ai un message à faire passer quand même, c'est que nous sommes à un moment de bouleversement paradigmatique, enfin conceptuel. Les visions du monde sont en train de changer. Elles changent d'ailleurs parce que le numérique est en train de tout bouleverser et l'écologique est en train de tout bouleverser. Il faut dire ça vite fait. Et nous sommes dans une période de grands bouleversements. Il est intéressant de prendre conscience de ces grands bouleversements parce que si nous voulons résoudre les problèmes du futur avec la boîte à outils conceptuelle du passé, c'est ce que souvent on fait d'ailleurs, eh bien ça ne marchera pas. Donc je vais vous donner 2-3 exemples de ce qui me paraît être, en poussant un peu le bouchon, c'est mon rôle moi de pousser le bouchon et d'aller vers l'utopie en quelque sorte, parce que si on veut l'utopie concrète, il faut qu'il y ait les deux pôles quand même, un peu d'utopie ou du moins de visions qui ne sont pas encore concrètes. Alors je vais vous dire 2-3 mots sur 2 ou 3 sujets de ce que c'est que le bouleversement paradigmatique que nous sommes en train de traverser. Le premier, c'est le plus central, c'est qu'en effet, nous passons du transport à la mobilité. C'est très intéressant quand on est désormais des AOM. C'est très intéressant, c'est un signe pour moi formidable. Nous sommes en train de passer du concept de transport au concept de mobilité, et ce n'est pas du tout la même chose. Pour forcer un peu le trait, je dirais la mobilité et le transport, ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Mais parce que le transport, c'est 1h30 par jour, comme ça a été dit, 1 heure par jour. Quand on n'a pas de chance, c'est 2 heures par jour. Bon, mais c'est ça le transport, c'est une parenthèse. La mobilité, c'est autre chose. La mobilité, c'est vivre mobile. C'est la vie, le vrai paradigme dans lequel nous sommes en train d'entrer, c'est que la vie est en train de devenir toute la vie. Nous sommes mobiles du matin au soir. Nous avons tous un téléphone sur là, on n'arrête pas de s'en servir d'ailleurs, on ne peut pas s'arrêter de travailler n'importe où, ou de se distraire, etc. L'homme à cheval, il communique, comme vous avez très bien dit.
voyez le changement. Nous sommes en train de passer à la vie mobile, et la vie mobile, ça n'a rien à voir avec le transport. Et c'est très important de prendre conscience de ça. Nous, transporteurs, on est à la remorque d'ailleurs. Hein, parce que la vie mobile, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est le téléphone, évidemment. Le grand champion de la vie mobile, c'est pas la RATP ou la SNCF, ou Renault, Peugeot ou Air France, c'est Google, évidemment. C'est Google qui va faire tout ça. Enfin, Google et quelques autres. Il faut prendre conscience de ça. Nous sommes en train de rentrer dans la vie mobile, et le transport est déjà la 4e roue de la charrette. Hein. Donc si on veut vraiment être dans la vie mobile des acteurs majeurs, il va falloir foncer dans cette évolution. Alors, c'est le bouleversement de la vie mobile. Je vais l'illustrer par 2 ou 3 notions également. On peut le raconter de beaucoup de façons. Hein. C'est une révolution spatio-temporelle. Hein. Je dis ça pour faire chic, mais enfin... Alors, je l'illustre très simplement. Nous sommes en train de passer d'une certaine idée que j'appelle la vie postée, par analogie avec le travail posté, à la vie en mouvement. La vie postée, c'est quoi? C'est l'idée qui nous paraît banale, au fond, que les choses de la vie se font quelque part. C'est banal ce que je dis là. Les choses de la vie se font quelque part. C'est-à-dire, je travaille dans un lieu de travail, au bureau, à l'usine. J'étudie à l'école. Je mange au restaurant et je vais au cinéma. Et je m'amuse dans des lieux de distraction. Vous voyez, cette idée-là, toute bête, selon laquelle toutes les choses, agréables ou utiles, se font dans des lieux faits pour ça. Et le transport, c'est la perte de temps pour aller d'un de ces lieux à un autre. Dans cette vision du monde, le transport, c'est de la perte de temps. Voilà, c'est simple. Le temps de transport est un temps perdu. Comme il est perdu, il faut le raccourcir. Donc on veut aller vite. Aller vite, c'est pourquoi veut-on aller vite? Parce que le temps de transport est un temps perdu. Le bouleversement, c'est que nous ne sommes plus dans la vie postée. Nous sommes dans la vie en mobilité. C'est-à-dire toutes les choses de la vie vont se faire en mobilité. Sont en train, ça a déjà commencé, ça arrivera. Ça ne veut pas dire en courant, hein, parce que mobilité courante, je ne pense pas qu'il faut l'entendre comme mobilité en courant, n'est-ce pas? On peut se calmer même. Mais les choses de la vie vont se faire, on va de plus en plus. On parle du travail mobile, bien entendu, dans les tiers-lieux ou ailleurs. On parle de l'éducation mobile, ce sera les MOOC, ces choses-là. On parle du commerce mobile, etc., etc. Les choses de la vie commencent à se faire, se font de plus en plus en mode mobile, si vous voulez. Et ça change absolument tout. Donc si je dis que le temps de transport n'est plus du temps perdu, mais alors la conséquence est énorme. Pourquoi vous voulez aller vite? Mais pourquoi vous voulez aller vite puisque le temps de transport n'est plus du temps perdu? 1 heure de TGV, pour prendre l'exemple le plus simple, c'est un temps béni. Personne ne considère qu'une heure de TGV, c'est du temps perdu. 1 heure de TGV, c'est merveilleux. On peut travailler enfin, on peut se reposer, on peut dormir, on peut se distraire. Vous voyez, alors, vous voyez la révolution conceptuelle que ça peut nous amener à faire. Pourquoi faire des TGV? La vitesse, bon, je caricature un peu, hein, parce que la vitesse c'est peut-être bien, mais désormais la vitesse sera un des critères de valeur. Et il y en aura plein d'autres. Vous voyez le renversement de ce que ça nous dit en termes de le rapport au temps. Le rapport au temps est en train de se bouleverser. Le rapport au lieu est en train de se bouleverser. Pour nous, un lieu, c'est souvent origine-destination. Et nous avons d'ailleurs ce mot qui dit ça. Le transport, c'est du déplacement. Ça, c'est un paradigme ancien. Déplacement, ça veut dire aller de A en B. La mobilité, c'est pas aller de A en B. La mobilité, c'est que je suis tout le temps mobile. Le lieu, c'est où je m'arrête. Et le renversement. Regardez un peu ce qu'on fait avec les téléphones mobiles. On peut donner rendez-vous à quelqu'un sans fixer le lieu. C'est une expérience extraordinaire, ça. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, si vous vouliez donner rendez-vous à quelqu'un, il fallait donner une adresse précise. Désormais, je peux vous dire, rendez-vous à Paris. Hein? Ou rendez-vous, je ne sais pas, au quartier latin. Et puis on verra. Enfin, on va s'ajuster avec le téléphone. On va se rapprocher progressivement. C'est une intersection de trajectoire. Le lieu, c'est une intersection de trajectoire. Oui, le renversement que ça nous donne. Donc on a un renversement de nos rapports à l'espace et au temps. Je fais juste ces petites allusions pour montrer la profondeur du changement de paradigme qui nous arrive. Alors je ne vais pas en dire beaucoup plus, ce serait trop long, mais je vais dire quelques mots quand même sur des aspects pratiques. Alors je prends un domaine qui est très important pour la profession de transport. Qu'est-ce que c'est que le service transport? Et qu'est-ce qu'il est en train de devenir à l'époque de la mobilité? Le service transport, la définition simple du service transport, c'est d'avoir des bus, des trains, etc., à l'heure, propres, sûrs, fiables, réguliers et rapides. C'est déjà très difficile. C'est déjà très difficile. Eh bien ça, c'est l'ancien paradigme. C'est le passé, qui va continuer. Le service qu'on attend désormais, qui est centré non pas sur les flux et sur les véhicules, mais sur la personne, comme ça a été dit. Le centre du paradigme nouveau, c'est la personne mobile. La personne mobile qui est multimodale, bien entendu. Eh bien, le service à rendre à la personne mobile, c'est de la rendre compétente et autonome.
c'est, comme on dit dans le jargon du marketing, l'empowerment. Donner aux gens la capacité de sauter d'un bus dans un train, dans un Vélib, d'avoir les informations, etc., de ne pas s'ennuyer dans le transport, etc., de mener une vie mobile, agréable et efficace et fluide. Ça n'a rien à voir avec faire des bus, des chaînons, c'est le raisonnement des chaînons. Avoir des chaînons, désormais, ça devient presque secondaire. C'est pas secondaire, c'est très important, mais désormais, le service à la mobilité, c'est de donner à chaque individu les moyens d'avoir sa mobilité multimodale, enchaînée, avec des distractions au milieu, etc., etc. C'est un métier complètement différent. Peut-être que le sismo, c'est ça un peu, dans un certain sens. Mais ça renouvelle la pensée de ce que c'est que le service. Le service mobilité n'est pas le service transport. Le service transport, c'est de faire des bus propres et à l'heure. Le service mobilité, c'est d'aider la personne à jongler de l'un dans l'autre. Alors, 2 ou 3 aspects pour finir. La multimodalité. La multimodalité, en effet, on y est. Mais je voudrais souligner 2 petites choses. La première chose, c'est que le nombre de modes est en train de changer. Il faut raisonner, moi je préfère désormais utiliser le mot de diversité modale, parce que c'est presque un principe écologique. De même qu'un écosystème naturel a besoin de biodiversité, un écosystème urbain a besoin de diversité modale. Ça veut dire que dans la ville du futur, il n'y aura pas 4, 5 ou 6 modes, comme aujourd'hui, ou peut-être 10. La ville du futur contiendra 40, 50 ou 60 modes. On n'arrête pas d'inventer des modes. Aujourd'hui, l'innovation, c'est l'invention de modes nouveaux. L'autocar, ce ne sera pas un mode. Il y aura des autocars comme ci, des autocars comme ça. De même que Vélib, ce n'est pas du vélo, n'est-ce pas? C'est un mode nouveau. De même que le covoiturage, ce n'est pas de la voiture. De même que l'autopartage, ce n'est pas de l'auto. On ne sait même plus si ce n'est pas du taxi déjà. Vous voyez, on est en train d'avoir une profusion modale. La multimodalité, non seulement ça sera beaucoup de modes, et alors le plus amusant, si je peux dire, c'est que les concepts, là aussi, j'ai un concept que j'aime bien développer depuis quelques temps, il n'y aura pas simplement des modes différents, il y aura désormais des transmodes, si je peux dire, des bâtards, des hybrides. Il y a des hybrides modaux qui sont en train d'arriver, et ça c'est très intéressant en matière d'innovation. L'un des hybrides les plus connus, c'est l'hybride qui nous est venu des États-Unis et surtout du Brésil, et qui était l'hybride bus-métro. Vous savez, c'est BHNS, c'est BRT. C'est passionnant comme invention conceptuelle. On a inventé un truc qui n'est ni un bus ni un métro. C'est un bus et un métro, c'est ni l'un ni l'autre. C'est un être nouveau, c'est un être conceptuel nouveau. Il n'a même pas de nom. Alors on dit BRT, BHNS, on met des sigles barbares, parce qu'on ne sait même pas comment les appeler. Et c'est ça qui est intéressant. On ne sait pas comment les appeler parce que ce sont des êtres nouveaux. Ce n'est ni un bus ni un métro. C'est autre chose qu'on a obtenu par fusion, par croisement génétique. C'est des transgéniques, si vous voulez. C'est de la transgénétique de mode, si vous voulez. Et ça, il y en a de plus en plus. Des transgéniques de mode, il y en a de plus en plus. On a des tram-trains, comme vous savez. L'un des plus intéressants, je trouve, aujourd'hui, c'est ce que je m'amuse parfois à appeler le TPI, transport public individuel. Alors, je vais vous faire un tout petit mot là-dessus, parce que... Prenez un exemple aussi simple que Vélib. Vélib, c'est quoi? C'est du transport public. C'est du public, n'est-ce pas? C'est financé par, etc. C'est de la gestion publique. C'est du transport individuel. Puisque chacun fait ce qu'il veut avec ses pieds et avec son vélo. On ne sait pas ce que c'est. Comme concept, Vélib est un concept intrigant. C'est un concept impossible. Il est à la fois public et à la fois individuel. Or, dans notre manière de raisonner, c'est impossible. On appelle ça dans le langage chic un oxymore. C'est un truc qui n'a pas de sens. Un rond carré, c'est ça l'oxymore. Eh bien, Vélib est porteur d'un concept formidable. D'ailleurs, le fait qu'Autolib est arrivé, on le voit bien. On voit bien que désormais... Alors, je fais un petit couplet polémique. Il ne faut pas donner la priorité au transport public. Parce que si vous voulez faire une politique de priorité au transport public, c'est que vous utilisez les concepts du passé pour parler de l'avenir. Le transport public est un concept du passé. Le transport individuel aussi, bien entendu. Bien entendu. Ben oui, le transport d'avenir... Ah, je dis pas que je caricature pour vraiment montrer comment on est en train de basculer dans les paradigmes. Si on doit avoir une politique intelligente, surtout adaptée aux enjeux nouveaux, il faut faire du TPI. D'ailleurs, c'est déjà en train de se faire. L'automobile de demain, c'est un TPI, évidemment. L'automobile de demain, évidemment, c'est pas solo. Qu'est-ce que c'est quoi l'inverse du solo? C'est pas le transport public. L'inverse du solo, c'est le TPI. C'est-à-dire des choses qui sont à mi-chemin entre les deux, qui sont des mariages, des fusions, etc. Et de plus en plus, on va voir apparaître des TPI de plus en plus inventifs. La véritable évolution radicale et originale, ça sera des métissages de public et d'individuel. C'est pour ça que je dis, pour être un peu polémique, que si votre politique c'est de faire du TP, vous utilisez des mots du passé pour vous adresser à l'avenir.
On peut toujours le faire, le passé c'est toujours bien, mais ce n'est pas l'avenir. Alors, vous voyez, les bouleversements paradigmatiques peuvent nous amener assez loin. Je vais finir en disant 2-3 mots quand même sur, encore une fois, des évolutions qui me paraissent radicales, qui s'appuient beaucoup sur la technologie. Un petit mot encore sur un des hybrides que j'adore, moi, c'est un de mes chouchous, c'est le pédibus. Vous connaissez sans doute tous le pédibus. C'est une invention merveilleuse. C'est une invention merveilleuse. Hein. Vous amenez les enfants à l'école avec un système qui est un concept de bus. Un itinéraire fixe, des arrêts fixes, des potelets où les enfants attendent le bus, avec un horaire fixe et un conducteur. Vous avez tous les ingrédients du concept de bus sans le hardware. On a un bus software. Et le pédibus, je chanterai ses louanges à longueur de... Parce que c'est merveilleux, c'est pas cher, c'est bon pour la santé, enfin, c'est formidable le pédibus. Hein. C'est une invention formidable. On aura de plus en plus d'inventions de ce genre-là. C'est pas pour être contre le bus, j'adore le bus, mais on peut aujourd'hui démultiplier, on peut inventer des modes. Alors, ça m'amène d'ailleurs à une de ces idées que j'aime bien aussi, c'est qu'on assiste avec tout ça, avec toutes ces hybridations, à l'émergence, au retour du concept de corps dans le transport. Le corps, finalement, c'était un paquet. Dans le transport, pour être encore un peu méchant, un voyageur, c'est un paquet pour le transport. C'est un paquet de luxe. On le traite bien. On le traite avec tous les égards. Mais finalement, il est transporté. N'est-ce pas? Dans le transport, la personne, elle est transportée, elle est passive. On essaye de faire en sorte qu'il soit pas trop mal. Monsieur Amar, excusez-moi, parce que vous transportez l'auditoire, c'est vrai, c'est très passionnant, mais si vous pouviez arriver à la conclusion... Bon, alors, on va voir, pour vous donner encore une de mes petites formules favorites, le transport de demain, c'est le corps humain. C'est le corps humain, c'est pour le dire de la rime, ça, on va avoir de plus en plus un corps humain augmenté. On est dans la perspective du corps augmenté, de toutes les façons du monde d'ailleurs. Hein. Il est augmenté physiquement, il est augmenté cognitivement. Il n'y a plus de corps humain sans iPhone, n'est-ce pas, si je peux dire. Les chaussures, c'est formidable, etc. On va augmenter. Alors seulement l'augmentation, il faut imaginer aujourd'hui, repenser la mobilité à partir du corps. Ça ne veut pas dire qu'on va enlever les bus et les voitures, au contraire. Les bus, les voitures et les trains, c'est les bottes de 7 lieues que chausse le marcheur. Le marcheur est au centre de la mobilité. Et donc on va retrouver aujourd'hui, à mon avis, l'intérêt de repenser le corps, et ça aura beaucoup de vertus, y compris en matière de santé. Alors je finis tout simplement en disant que parmi les nombreuses hybridations qui nous arrivent, il y a bien sûr l'hybridation principale, c'est l'hybridation du numérique et du physique. C'est ça qui va nous arriver. C'est en train de nous arriver progressivement. C'est ça l'hybridation. Et cette hybridation nous conduit à une notion, à mon avis, vraiment de futur, qui est la mobilité augmentée. Alors je reviens à la mobilité courante. La mobilité augmentée, qui est en train de nous arriver, c'est la mobilité à valeur ajoutée. En même temps qu'on bouge, on communique et on travaille, par exemple, etc. Cette mobilité augmentée, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas une mobilité augmentée au sens où il y aura plus de mobilité. À mon avis, dans l'avenir, il y aura moins de mobilité. Je ne veux pas dire qu'il faut restreindre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur. Il ne s'agit pas de restreindre. On va avoir plus de mobilité avec moins de kilomètres. C'est ça la perspective. La mobilité augmentée est une mobilité apaisée. On va calmer la mobilité et c'est comme ça qu'elle va s'augmenter. Parce qu'on va faire beaucoup plus de choses avec moins de kilomètres. Beaucoup plus de rencontres, beaucoup plus de reliances, beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de sérendipité, comme on dit. La mobilité, c'est génial. C'est formidable. Mais ce n'est pas la peine de courir pour ça. Ce n'est pas la peine, comme je le fais aujourd'hui, ce n'est pas la peine de faire tant de kilomètres. Il y a tellement de kilomètres inutiles. Il y a tellement de kilomètres bêtes. Il faudra avoir une mobilité très rentable au kilomètre, si je peux dire. Rentable en utilité. Rentable en utilité sociale, rentable en découverte, en imagination. Et donc on va avoir de plus en plus, et le numérique, bien sûr, va être l'agent principal de ça. On va avoir une mobilité de plus en plus augmentée, augmentatrice de valeur, avec un rendement supérieur, c'est-à-dire moins de kilomètres. Je pense qu'évidemment, la perspective écologique et la planète a besoin qu'on fasse moins de kilomètres, et la mobilité va croître en faisant moins de kilomètres. Ça a l'air un peu paradoxal, mais c'est exactement ce que nous permet, en fait, le numérique. Et moi, je dirais pour finir qu'on va commencer à pouvoir distinguer la mobilité et l'agitation. Aujourd'hui, on a trop d'agitation et pas assez de mobilité. C'est ça qu'on va renverser. Et je pense que la mobilité courante est une très bonne utopie concrète pour aller vers une évolution. Je souligne, et je salue au passage le fait que François fait cet effort de changer le vocabulaire. On a besoin de vocabulaire nouveau. Pour penser des choses neuves, il faut un vocabulaire et une langue neuve. Et d'avoir inventé cette notion, cette formule, ce vocabulaire de la mobilité courante m'a l'air une très bonne piste pour aller vers un avenir qui se renouvelle. Voilà, merci, excusez-moi les compliments. Merci, monsieur Amar.